Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouvel épisode de Gotchard. Cette semaine, on a un épisode un petit peu spécial. En fait, on vous réserve une petite surprise. Ben oui, en fait, notre surprise, c'est qu'on collabore avec l'équipe du podcast Plus de Millage et j'ai bien hâte de partager notre collaboration Gotchard Plus de Millage. Moi, c'est William Bouchard. Et moi, c'est Marc Bouchard et vous écoutez Gotchard. Ben oui, on est avec les gens de Plus de Millage. C'est un autre podcast automobile qui est un peu différent du nôtre. Il faut dire que la plupart des podcasts ont leur propre personnalité. On est avec Alexandre et Gabriel. Les gars, je vais vous laisser le soin de vous présenter parce que vous vous êtes donné vraiment une mission particulière à Plus de Millage. Oui. Bon, premièrement, moi, c'est Alexandre Gosselin avec mon collègue Gabriel. Ouais, Plus de Millage, c'est un projet qu'on a commencé peut-être début 2020, juste un peu avant la pandémie. C'était un peu drôle parce que ça a comme progressé rapidement, mais le but, c'était une façon pour moi de ventiler parce que je suis très verbomoteur, vous allez remarquer, bientôt, probablement. Bienvenue dans le club, je dirais. Ouais, c'est ça. Puis mon entourage me dit Alexandre, là, ça n'a plus de bon sens, tu fais juste parler d'auto tout le temps. Puis là, j'ai dit mais pourquoi je fais juste pas un podcast pour tout canaliser cette énergie-là? Je m'en fous que les gens me regardent puis m'écoutent. Je vais juste tout canaliser ça là. De fil en aiguille, Gab, un ami que je connais depuis maintenant 13 ans, hein? Même un garçon d'honneur à son mariage, moi, puis tout ça. Fait que là, Gab a embarqué avec moi son premier épisode, le bilan routier de la SAAQ au Québec. C'était super intéressant. Et ensuite, de fil en aiguille, quand GM a commencé une procédure des véhicules, qui a été le premier constructeur, ils ont dit pourquoi vous ne faites pas des vidéos YouTube? Puis on était comme, on est des ingénieurs mécaniques, on est comme froid, puis pas. Ça a germé, puis rapidement, on a juste pivoté. Puis maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on fait la revue majoritairement de véhicules électriques. Je dirais que 80% de notre contenu est véhicules électriques, la transition énergétique. Puis aussi, on essaye beaucoup de vulgariser pour le consommateur parce que c'est des véhicules qui sont extrêmement compliqués. Les constructeurs n'ont pas l'air de trouver ça important d'expliquer comment que ça fonctionne. Fait que nous, c'est ça notre travail, essentiellement. Exactement. Puis aussi, ça nous permet de discuter entre nous de char. Fait que comme ça, ma blonde est tranquille, j'en parle Voilà. plus ou beaucoup moins. Fait que moi, c'est Gabriel qui est allié à Alexandre là, dans Plus de Millage. Fait qu'Alex, c'est un peu le Bjorn Niland québécois. Moi, je ratisse un peu plus large, là, plus de choses, des camionnettes, ce genre de choses-là aussi. OK. Alors nous, ben écoutez, rapidement, nous, on a réglé le problème. Moi, William, c'est mon fils, fait qu'on fait des discussions de famille autour du char. C'est plus facile comme ça. Euh, Juste avant d'aller plus loin, ce qui a attiré mon attention, vous êtes des ingénieurs mécaniques? Oui. Les deux? Oui, Ouais, on est allé à les deux, l'école en on a même temps. étudié à Sherbrooke, puis on a fait notre bac ensemble, puis on a fait une technique en génie mécanique ensemble aussi au Cégep Limoilou. OK, fait que ça vous amène une vision particulière des véhicules, évidemment, des technologies. Écoutez, je sais que vous aimez beaucoup parler du marché des véhicules électriques. Actuellement, on est dans une période où je pense, puis William pourra me corriger, là, nous, on essaie beaucoup de voitures, on essaie des voitures toutes les semaines, des thermiques comme des électriques. Le problème, c'est le choix actuellement des voitures électriques. C'est pas facile de s'y retrouver, il y a plusieurs modèles. On choisit ça comment, une voiture électrique, ça, là, selon les gars de Plus de Millage? On écoute Plus de Millage pour en savoir plus. Non, mais ben, il y a plusieurs possibilités, là. C'est sûr qu'Alex et moi, on a des opinions fortes, autant dans les modèles usagés que les modèles neufs. Mais je pense qu'une des choses auxquelles il faut penser, c'est que c'est pas tous les véhicules électriques qui sont égaux, ils sont pas tous de la même génération. Tu sais, on part de la e-MiEV en 2011 à ce qu'on a aujourd'hui. Il y a différentes générations de véhicules électriques. Il y en a qui sont des véhicules avec des plateformes de véhicules thermiques qui ont été convertis pour devenir des véhicules électriques. Par exemple, le Toyota BZ4X, la Chevrolet Bolt s'en est. Puis on a des véhicules qui ont été construits à la base comme des véhicules électriques. Ce serait le plus le cas, mettons, des Tesla, puis de beaucoup de modèles de nouvelle génération qu'on voit chez d'autres constructeurs. Fait que ça dépend. En fait, je pense que la première étape, c'est de définir ses besoins, Alex. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, les besoins, c'est la première chose. Puis les véhicules électriques, on ne se le cachera pas, là, c'est des véhicules qui sont 40% plus chers que leur équivalent thermique. Ça, là, c'est une. Puis en fait, là, on va lâcher une bombe. Moi puis Gabriel, on n'est pas le public le plus chaud à l'idée de comment que les subventions sont faites au Québec. Pour vous donner un exemple, moi, je connais des gens qui sont à leur 3e subvention. Mais c'est parce que
t'as besoin de la première, puis après ça, là, t'as déjà un auto électrique, là, c'est correct, la vie est belle. Là. 3. Fin de la parenthèse. C'est pas adéquat, mais oui, mais c'est pour baisser le prix des véhicules par rapport au thermique. Ouais, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. L'abordabilité est ultra importante, mais la disponibilité des modèles dans tous les créneaux est importante. C'est pas vrai que monsieur, madame, tout le monde a besoin d'un VUS électrique avec 597 km d'autonomie à 88 000 C'est pas vrai que n'importe qui a besoin d'un VUS de toute façon dans la vie. On va régler ça. Ben non. Première étape. Manufacturier éventuellement, hein, ça, ce bout-là, ils ont pas l'air de l'avoir compris. Hey, Alexandre est un fan de Berlin, d'ailleurs. Hein, Alex, toi, t'es... Oui. Berlin, tout le temps. Tu sais, puis regardez, William vit à Montréal, là, en plein milieu d'une zone très urbanisée. Lui, quand il essaye, il y a des voitures que je n'ai pas fait essayer. Mettons que j'ai épargné le Grand Wagoneer pour des raisons de stationnement évidentes. Mais effectivement, il y a des considérations de cette nature-là qu'il faut prendre en considération. C'est vrai pour les électriques, c'est vrai pour les thermiques. Les dimensions. Tu sais, 82% des ventes au Canada l'année passée, c'était soit des camions légers, soit des VUS. Voilà. Puis c'est un fléau, selon moi. Regardez, moi pour pas me vanter, William, moi, je suis au centre-ville de Toronto actuellement. C'est là que j'habite jusqu'au mois de septembre. Après ça, je reviens à Montréal. Puis là, en ce moment, j'ai un MX-30 de Mazda dans le sous-sol en bas, donc c'est pas pire. Mais j'avais un Mercedes-Benz EQE SUV la semaine d'avant. Pas pire, hein? Steering aux 4 roues, donc ça stationne bien, mais j'ai le EV9 qui s'en vient en avril. Je sais pas comment je vais faire pour le stationner. C'est long. Avant les fêtes, j'avais un Silverado HD 2500 High Country, puis passer dans un lavoto avec ça, c'est quelque chose. Là. Mais comment ça se fait que c'est rendu ça la moyenne des véhicules qu'on achète? Ça, c'est le bout que je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'on se dit, ah bon, ben tu sais, c'est pas si gros que ça, mais dans le fond, c'est un pick-up, tu sais, en tout cas. Parce que c'est autorisé. Oui, et je pense que c'est là qu'on s'en va avec du moins notre premier sujet. Hein? Je sais pas pour vous, mais... Il y a les normes de sécurité, entre autres, là, qui favorisent en Amérique du Nord les gros véhicules, essentiellement. Fait que c'est plus facile de faire un gros véhicule sécuritaire qu'un petit véhicule très compact qui est sécuritaire. Ensuite, dans certaines juridictions, je crois que la consommation ou les normes d'émissions polluantes sont aussi en fonction du poids du véhicule ou de la taille du véhicule. Ou de la surface du véhicule. Donc, c'est possible, c'est plus permissif de faire un gros véhicule qui va pouvoir consommer plus d'essence qu'un véhicule qui est plus léger, en fait. Ce qui a tellement de sens. Hein? Ah, non, évidemment. Ils sont plus gros et qui polluent plus, c'est encore plus correct, dans le fond, tu sais. Exactement. Les gars. On est trop cyniques. C'est ce que je t'ai pour dire. Vous êtes en train de devenir cynique, les gars, là. Mais, effectivement. On va se faire envoyer des messages nous disant qu'on est trop gauchiste encore. Mettons le top du cynisme en ce moment. Vous pouvez, au Québec, il y a des malus sur les véhicules qui ont une certaine cylindrique, 4 litres et plus. Donc, ça veut dire qu'un Ford F-150 Raptor avec un 3.5 litres EcoBoost et des pneus de 37 pouces, ce n'est pas qualifiable par le malus de véhicule à trop grosse cylindrique, par exemple. Le Nissan Frontier, oui. Oui. Mais le Nissan Frontier, oui. Exactement. Mais d'un autre côté, il ne faut pas tomber dans l'excès européen non plus, où là, on met des malus sur à peu près tout. Ouais. Prenez juste l'état du stationnement à Paris, où un véhicule qui pèse plus de 2000 kg est soumis à un triple du prix du stationnement, alors qu'une Tesla Model 3 et même une Ioniq 5 pèse 2100 kg. Donc, ils sont exemptés, je suppose? Non, tu payes le triple. Parce que mettre une voiture électrique. Alors, tu sais, il y a comme, à un moment donné, la cohérence de ces normes-là. Il faudrait peut-être un jour que quelqu'un s'assoie et la regarde un peu. Ben absolument, parce que pensez-y, souvent, on commence nos vidéos, puis évidemment, à cause que le marché est fait comme ça, on fait des revues majoritairement de VUS électriques, mais peu importe, j'aimerais ça avoir des berlines, mais bon. Puis après ça, tu te dis, voici telle voiture, c'est un VUS, puis là, dans ma tête, je suis comme intermédiaire, compact. Là, je sais, tu peux. C'est tout immense, les véhicules. Même un RAV4, là, c'est gros comme un Ford Explorer de là, 15 ans. Là. C'est fou, là. Comme je dis, c'est comme les journalistes automobiles. Plus ça vieillit, plus ça prend de l'ampleur. Mais, effectivement, il y a une surenchère de ce côté-là. C'est important. Et bon, les voitures électriques, elles sont là. Je pense qu'on les voit de plus en plus. Il y en a de plus en plus. Même si il est vrai qu'aux États-Unis, le succès est en train de descendre allègrement aux voitures 100% électriques. Et vous semblez être de fiers partisans du fait que on va rapidement arriver à une espèce d'équilibre et même à une plus grande popularité des voitures électriques que des voitures thermiques.
C'est je ce vous qu'on avoue croit, que en j'ai des effet. réticences de mon côté à cet effet-là. Alors, comment vous expliquez ça? Et là, je sens que William va être sur votre bord, que je vais être seul dans la gang. Non, en Je vais fait. comment. Non. Vas-y, William. Excuse. Non, vas-y. Je pense que c'est important de vous entendre en premier. Je pense qu'il y a quelques facteurs. Entre autres, là, premièrement, il y a les normes ou les quotas qui vont être appliqués. On voit que les derniers quotas qui ont été passés dans les lois au Québec le font qu'à partir de 2027-2028, on va s'attendre à avoir une majorité de véhicules électriques de vendus. Les constructeurs vont être contraints à avoir une offre qui est plus alléchante pour les consommateurs dans ce contexte-là. Ils vont devoir en vendre, sinon ils vont perdre de l'argent. Mais il y a d'autres aspects, puis là, ça tombe un peu plus dans ce que Alex aime discuter. Il y a beaucoup d'usines de batteries qui sont en construction, dont la production ne va débuter qu'en 2025 ou en 2026. Au Québec, on a le cas de Nordvolt, mais GM aussi a des usines de batteries qui ne seront en service qu'à partir de 2025. Donc, le temps que ces productions-là augmentent, que ça fasse diminuer, en fait, augmenter l'offre de batterie et donc augmenter l'offre par rapport à la demande, faire baisser les prix significativement des packs de batterie. Ça nous amène aux environs de 2026-2027. Puis je pense que le temps que ça se retrouve dans le marché, ça va nous amener à 2027-2028. Alex, je ne sais pas ce que tu en penses. Ben, t'as raison, Gab. Puis en réalité aussi, il faut voir ça. Puis je veux pas choquer. Je vous choquerai pas vous, mais je peux choquer un peu l'auditoire. Une voiture électrique, c'est une machine à laver avec 4 roues. On s'entend là-dessus. Puis il y a un téléphone intelligent à l'intérieur. Un véhicule thermique, par contre, juste le moteur à combustion interne, c'est à peu près 5-6 000 composants qui tournent, qui sont dans lui. Tu sais, partir de zéro, mettons, on est dans le passé, là, puis moi, je suis Tesla, mais je fais des voitures thermiques. Ils ne seraient jamais où ils sont aujourd'hui parce que développer des moteurs thermiques de zéro, c'est beaucoup plus compliqué que faire des machines qui sont électriques. Je ne suis pas en train de leur enlever rien parce que l'ingénierie, moi, je suppose que c'est une compagnie qui est très, très bonne en ingénierie. Là. Ils font de l'excellente ingénierie pour sauver des coûts, faire des affaires plus... Peu importe. Mais fabriquer des voitures électriques, tu regardes BYD en Chine ou Tesla, on appelle ça des commodités, c'est des appareils électroménagers. Parce qu'en réalité, là, la batterie est un composant très cher, mais très simple. C'est une technologie que l'entièreté de l'humanité maîtrise depuis des 20, 30, 40 ans. C'est juste qu'il faut t'en fasses beaucoup, à beaucoup, à une échelle mais qui est rendue x20, x30, x40, ce qu'on faisait avant, pour juste les appareils photo numériques et les téléphones. Puis à la fin, la voiture, quand tu enlèves la batterie, il y a 2 moteurs électriques ou un moteur électrique, un écran puis un volant, puis c'est tout. Ça, c'est super facile, puis on maîtrise bien ça, fabriquer ça, puis c'est peu cher. Mais la batterie, elle, c'est 40% du prix du véhicule, tu sais. Faudrait que tu expliques à Tesla que c'est facile à construire le reste autour. Parce que tu l'as dit, Tesla font de l'ingénierie intéressante, mais font une carrosserie qui tombe en morceaux. Ouais. Et ça, c'est associé à une usine en Californie qui semble pas être automatisée. Pour faire la petite histoire, c'est une ancienne usine qui appartenait à Toyota et GM. Ils ont ramassé ça. Ben ouais, là, ils ont juste tout rentré au travers. Mais les véhicules qui viennent, supposons, de la Chine, le Canada est choyé là-dedans depuis un an. C'est des véhicules faits en Chine, autant que je préfère qu'ils soient faits en Amérique du Nord. L'assemblage est avec la moyenne de l'industrie. Pour les avoir les Cybertruck, par exemple, qui sont faits au Texas et dont les portes n'ouvrent pas, dont la carrosserie rouille, dont le... Il faut faire attention, la rouille, c'est de la rouille de surface. Hein, ça a été c'est de la rouille de surface, mais n'empêche que... La poussière qui venait de l'environnement. Je suis d'accord avec toi, mais n'empêche que l'image que ça projette, c'est comme quand quand il a pété sa vitre à son lancement. Oui. Ça ne change rien. Parce qu'on n'en veut pas de vitre blindée pour une voiture, mais l'image que ça projette, c'est extrêmement mauvais. Ceci étant dit, là où je suis en désaccord... J'aime ça me faire challenger comme ça, c'est bon. C'est le but. C'est le but. Mais là, moi, je suis plus ou moins en accord. D'abord parce que, oui, c'est vrai que les usines de batterie vont se multiplier, possiblement. Le problème, c'est que là, on est dans un autre monde aussi. C'est au niveau de la conquête de nouveaux marchés. Il y a des early adopters, il y a des gens qui voulaient des voitures électriques. Ces gens-là ont pour la plupart rempli leurs commandes. Les nouvelles compagnies, c'est facile de construire un véhicule électrique, mais ça coûte de l'argent. Les nouvelles compagnies, pour la plupart, sont en train de manger le bas. Rivian ne fait pas d'argent. Oui. VinFast, c'est une catastrophe économique épouvantable. Fisker est toujours sur le bord de la faillite à tous les fois qu'on en parle. Bref, et ça, on parle des compagnies établies, là. BYD qui va construire une usine au Mexique, mais qui ne vendra pas de voitures en Amérique du Nord. En tout cas, pas aux États-Unis, certainement pas, et ils ne traverseront pas jusqu'au Canada. Donc, le faible coût de ces voitures. Donc, je ne suis pas convaincu que la conquête des marchés va être si facile que ça.
L'autre élément, c'est que c'est bien les lois anti-émissions actuellement. On s'entend pour dire qu'on est un bien petit marché pour mettre une pression de cette nature-là. Tant qu'il n'y aura pas des plus gros marchés, notamment le marché américain, qui est actuellement en recul même sur ces normes-là, va évidemment, on ne sera pas capable de mettre la pression suffisante pour augmenter la production. Les coûts de production et de réaménagement des usines pour la plupart des manufacturiers sont extrêmement élevés. Va parler à Ford qui sont en train de réaménager l'usine d'Oakville et tu vas voir qu'actuellement, ils espèrent que ça va coûter 1,8 fois ce qui était prévu, ce qui était quand même pas mal de milliards de dollars à l'origine. Actuellement, Ford nous dit que ça nous coûte 33 000 US chaque fois qu'on vend une voiture électrique. On est obligé de baisser le prix de vente des voitures. C'est le cas de la Mach-E, ça a été le cas de Tesla, qui, bon, eux autres, Tesla, leur bonheur, c'est qu'ils peuvent compter sur les crédits qu'ils vendent à d'autres compagnies pour générer 2 milliards de revenus par année. Ça contribue un peu à alléger la facture, évidemment. Donc, quand tu prends cette perspective-là, c'est vrai qu'il y a du développement de voitures électriques, mais tout le monde, et en plus, les plus grands manufacturiers, pensent à GM, pensent à Ford. Ford qui ferme des chiffres de travail pour le Lightning parce que ça ne se vend pas. GM qui a décidé que finalement, le Silverado qui s'en vient l'année prochaine, ben, il ne sera pas électrique, il va être hybride branchable. Ouais, j'ai vu ça, c'est fou. Parce je suis content, là, mais... Ouais. Ils sont Je pense tous comme ça. Il faut amener 2 points, en fait, là, par rapport à ça. D'abord, un véhicule hybride branchable, pour nous, en tout cas pour moi, c'est un véhicule électrique. Puis je pense que dans les normes, ça l'est aussi. Fait que, un RAV4 Ouais. Prime, c'est une voiture que n'importe qui peut conduire. À la limite, les gens peuvent ne pas le brancher. Fait qu'il y a- Comme la Volt Excepté- était aussi. Mais excepté que, à la lumière de ce qu'Alexandre disait, il parlait des voitures, des moteurs thermiques qui roulent dans l'huile. Oui. Un hybride branchable, tu as encore un moteur thermique qui roule dans l'huile. Bien sûr. Fait que c'est ça, tu n'as pas changé cette vision-là. Là. Mais c'est une option qui est beaucoup plus facile à implémenter, selon moi, pour des constructeurs existants. Parce que tu sais, les moteurs tout à fait thermiques d'accord. existent déjà. Puis là, dans le fond, le composant qui est cher, la batterie, tu vas aller mettre peut-être un tiers de la grosseur de la batterie. Fait que ton coût est plus bas. Là, tu peux la fitter dans l'auto plus facilement. C'est sûr que, tu sais, regarde, Ford, des hybrides branchables, ils en ont fait. Toyota en font. GM en a fait une excellente, la Volt. Tu sais, genre, Qui ont arrêté pourquoi? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi? On ne sait pas. Hein. Je pense qu'ils ont cru que la transition vers le 100% électrique se ferait plus vite que ce qu'ils croyaient, puis ils ont misé sur des technos qui n'ont pas été capables de mettre en production rapidement. Mais il y a aussi une chose qu'on n'exclut pas, moi et Alexandre, c'est de voir un jour des constructeurs legacy fermés, en fait. Là. Ben oui, moi, je m'attends à ce que d'ici une dizaine d'années, on ait 1, 2 ou 3 constructeurs, puis ça se peut qu'un jour, on voit, ne serait-ce que Toyota ou GM ou Stellantis qui claquent la porte parce qu'ils n'auront pas réussi à Pas vivre Toyota, cette par contre. transition-là. Ben, peut-être Pas pas Toyota. Toyota, on Pas nous a fait de Toyota, l'argent. pas de GM non plus, je pense pas. Le constructeur le constructeur le plus menacé, c'est définitivement Stellantis, qui objectivement est encore, tu sais, excuse, mais ils viennent de finir de faire le gros V8 Hellcat, là. Oui, ben effectivement. Puis, écoutez, il y avait récemment, là, jusqu'à l'année dernière, un stationnement de surplus de véhicules Stellantis près de chez moi et des Jeep Wrangler 4XE puis des Grand Cherokee 4XE à plus de 80 000 $. Il y en avait vraiment beaucoup. Là, puis ils sont restés là très, 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 très longtemps. Fait on le voit que c'est des véhicules qui ne se vendent pas, en fait. Là. Des Grand Wagoneer 2022, il y en a beaucoup encore en stock chez les concessionnaires. Ben oui, c'est sûr. Mais chez Stellantis, excusez de vous dire qu'il n'y a pas grand-chose qui se vend. Là. Non. Oubliez le fait électrique ou pas, là, il n'y a pas grand-chose qui se vend. Là. Surtout, ce qui est surprenant, c'est que... Oh, excuse-moi, William. Non, tu peux y aller. vas-y. Ce que je trouve Stellantis, j'y reviens après. Ouais. Ce que je trouve surprenant de Stellantis, c'est que vu que c'est un gros conglomérat mondial maintenant, là, ils ont une bonne gamme en Europe de petits véhicules qu'ils pourraient envoyer. Mais là, je suis sûr que c'est une question d'homologation ici. Tu sais, à la fin, là, pourquoi ils font jamais ça? C'est toujours l'homologation, le nerf de la guerre. Tu prends n'importe quel Peugeot, whatever, 2008, peu importe, là, des belles Peugeot hybrides branchables, Berlin. Tu envoies ça en Amérique du Nord, tu la fais foncer dans le mur, zéro, terminé. Il faut que tu refasses ce véhicule de zéro. C'est toujours ça. L'Amérique du Nord, les normes de sécurité, autant qu'elles sont très bonnes, sont extrêmement contraignantes pour des nouveaux véhicules. Il faut que les véhicules soient faits de l'Amérique du Nord, essentiellement. Puis ça, je trouve ça très malheureux.
Ben, je pense que c'est là un peu pour revenir à l'électrique et dire un peu. Je pense qu'il y a un aspect qu'on a un peu oublié aussi, c'est l'aspect peut-être émotif des gens, que moi, je suis pas certain que d'ici les 3 prochaines années, juste quand on voit la quantité de commentaires négatifs, je sais pas pour vous, je sais pas le genre de marché que vous avez, puis je dis pas que nous, on a beaucoup de commentaires négatifs en général, mais quand on parle de l'électrique, ça suscite chez beaucoup de gens des passions, on dirait, hein? Comme il y a beaucoup de gens qui voient ça comme, je sais pas, comme si le thermique, c'était la nostalgie, c'est ça la conduite, et je veux pas dire leur enlever ça, mais il y a des gens qui voient ça un peu comme ça, et je suis pas certain que dans un pays où, je le répète presque à chaque épisode, mais le modèle le plus vendu, c'est le F-150 et pas le Lightning, quand on sait qu'il y a des gens qui sont déjà prêts à mettre 100 000 $ sur leur F-150 parce qu'ils le font, mais ils prennent à essence. Ils vont pas prendre le Lightning. Puis je pense que ces gens-là, c'est dizaines de milliers de personnes chaque année qui vont s'acheter un F-150. C'est ces gens-là qu'il va falloir qu'on convertisse à l'électrique. Puis je ne sais pas à quel point on va réussir à le faire en 3 ans. Parce que je suis d'accord avec vos points, là. Puis honnêtement, je suis très content que vous soyez... je sais pas comment dire. Je suis très content que vous ayez raison parce que je suis d'accord avec vous que ça va réussir sûrement à faire baisser les prix, surtout sur les problèmes de chaîne de production, d'approvisionnement. On espère que ça va aider, surtout les trucs de batterie. Mais je sais pas à quel point, même si on y donnait, je sais pas à quel point mon oncle qui habite à X endroit, ce qui est une infime partie de la population, on me dira, va être convaincu de l'électrique. Je pense que ça, c'est la partie qui reste. J'exagère un peu, là, je donne l'image comique, là, mais je pense que c'est ça la partie qui reste. Convaincre le monde que c'est ça qu'ils ont besoin et pas les véhicules à essence. Moi, je pense qu'il est là le problème, puis je pense que c'est ça qui va se faire à long terme, plus que l'aspect technique. Je pense qu'il y a une grande frange de la population, ben pas une grande, mais il y a une certaine portion de la population que tu as bien définie, entre autres les propriétaires des camionnettes qui se laisseront pas convaincre à court terme. Ils seront pas convaincus aujourd'hui, puis ils seront pas convaincus dans 5 ans. Fait que ça t'amène un point absolument excellent, là. Tu sais, je veux dire, il va peut-être avoir plus de camionnettes hybrides. Ford veut augmenter le Power Boost, la version hybride du F-150, en passant de 10 à 20% des ventes l'année prochaine pour 2024. C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ont des F-150, des Dodge Ram qui vont, ben pas des Dodge Ram, mais des Ram 1500, qui ne se laisseront pas convaincre dans les prochaines années. Je pense que c'est une réalité qui est indéniable. Stellantis arrive avec un Ram hybride branchable qui aura probablement pas une consommation d'essence très, très intéressante en mode hybride, mais ils vont offrir ces modèles-là pour à la fois s'ajuster à la loi, puis peut-être essayer de convaincre les gens d'aller de l'avant, mais on verra. Ils ont aussi lancé le moteur Hurricane dans le RAM récemment, là, avec plus de 500 Je chevaux. vais probablement être au garage tout le temps, là, parce que moi, j'ai entendu une anecdote. Tous les Jeep Grand Wagoneer ou Wagoneer sont allés au garage pour un problème de moteur depuis le lancement. C'est probablement une anecdote fausse, mais je suis sûr que plus de 75% ont eu des problèmes de moteur. Ben, on regardait la fiabilité pas plus tard que la semaine que le dernier épisode, donc il y a 2 semaines à l'émission, puis justement les marques de Stellantis, là, selon le classement de J.D. Power, c'était 3 problèmes par 100 véhicules, là, c'est 300 problèmes, donc 3 problèmes par véhicule dans les dernières années, donc ça m'étonnerait pas, là. Le moteur Hurricane à haut rendement, qui est un 3 litres turbo, est plus puissant que le moteur d'une M3 Competition Package. Fait que, ça en dit long sur... puis c'est dans une camionnette qui va remorquer des choses. Le niveau de fiabilité auquel on peut s'attendre. Mais ça marche. Alors, on l'a pas essayé. L'avez-vous essayé? Moi, je l'ai essayé sur le Wagoneer, puis... attention, c'est une méchante machine de guerre, mais effectivement, c'est des gros véhicules, puis c'est un marché limité. Je regardais les chiffres de vente, là, puis c'est un marché extrêmement limité, là, c'est clair. Mais William a raison de dire que il y a plus de gens... Écoute, il y a un sondage qui disait que 57% des Américains puis 47% des Canadiens n'étaient pas prêts à passer à l'électrique. Et ça, c'est en étant extrêmement conservateur. Clairement, il y a effectivement tout un travail. C'est pour ça que je vous disais tantôt, quand je parlais de conquérir des nouveaux marchés, c'est ça le défi. C'est pas d'avoir la technique, parce que la technique, on l'a. Bon, il y en a qui fonctionnent mieux que d'autres, on s'entend, puis on va y revenir tantôt, mais la technique, on l'a. Le problème, c'est de convaincre les gens. Puis, le gars qui utilise le F-150 pour remorquer, ben, je m'excuse, mais s'il y a un Lightning, actuellement, il n'a pas les capacités de le faire. Tu peux pas. Le nerf de la guerre, c'est l'énergie. Hein, c'est pas. Souvent, on dit les voitures électriques, nanana. Tu sais, il faut remettre ça en perspective. Un F-150 Lightning, de base, là, ça a une batterie de 98 kWh. Oui. 1 litre d'essence, c'est 9,8 kWh d'électricité. Donc, c'est une tank de 10 litres d'essence. Tu fais combien de kilomètres avec 10 litres d'essence dans un F-150?
Donc, mais je suis pas en train de dire que le Lightning est meilleur ou l'autre. C'est que dans le fond, les voitures électriques, à cause qu'elles consomment peu d'énergie, 75% de l'énergie produite à la centrale, mise dans la voiture, dans la batterie, est sortie en mouvement, tandis qu'une voiture thermique, on est autour de 28 à 32%. OK. Mais un réservoir d'essence, ça ne prend pas d'espace. Fait que mettre 120 litres d'essence, qui est l'équivalent de 1000 kWh, c'est pas gros. Fait que oui, tu peux faire 800 km sur un réservoir avec une camionnette pleine grandeur, mais effectivement, le nerf de la guerre pour les véhicules beaucoup plus lourds électriques, qui sont moins aérodynamiques, ça va être de la densité énergétique des batteries devra augmenter de 40%. Pas d'accord, Alex. T'es pas d'accord? Je pense que le nerf Bon. de la guerre, c'est l'argent. Tu l'as dit au début, les véhicules électriques sont plus chers. Les constructeurs, puis ça, c'est un des sujets qu'on voulait amener, ils ont choisi de, on va dire, upseller, là, désolé pour l'anglicisme, là, mais de vendre des véhicules plus dispendieux à leurs clients en offrant des modèles électriques. Donc, ils offrent des modèles électriques qui sont plus chers que les modèles à essence équivalents, puis généralement, ils vont promouvoir des versions de luxe ou des versions plus dispendieuses, plus équipées, plus grosses. Il n'y a pas de modèle de base ou pas de petit modèle. La bolle disparaît, etc., etc., etc. Mais je pense que c'est le jour où ça deviendra plus économique réellement ou à très court terme d'acheter un véhicule électrique, un véhicule à essence qu'on va convaincre les gens. Mais c'est sûr que si vous avez déjà une voiture qui est usagée chez vous, moi j'ai un RAV4 de 235 000 km, si je calcule la valeur actualisée nette d'acheter un véhicule électrique aujourd'hui à 60 000 $, il n'y en a pas. Fait que c'est sûr que ça prend du temps, puis il faut. Si on compare un véhicule neuf à un véhicule neuf, ça peut être plus avantageux. Mais si on veut convaincre les gens de vendre leur véhicule pour s'acheter un véhicule électrique, ça n'arrivera pas demain matin. Ouais. Ça commence à limiter pas mal la clientèle, je te dirais. Là. Mais dans le fond, moi, ça me rappelle quelque chose. Je vais reparler du Kona bientôt quand on va parler des modèles qu'on aime bien, parce que j'avoue que ça fait partie des modèles que j'aime bien. Mais quand j'ai été l'essayer justement en Colombie-Britannique, récemment, ce qu'on nous a dit, c'est qu'on pourrait faire une version Essential, hein, parce que le Kona, donc pas électrique, il y a une version Essential. Et d'ailleurs, vous le voyez pas en vidéo, mais je suis très content de pas être le seul à avoir un chat comme co-animateur. Donc bonjour au chat d'Alexandre. Mais d'habitude, c'est mon Titus qui est tannant à l'émission, donc content de pas être que je sois pas le seul. Mais tout ça pour dire, on nous a clairement dit que il y avait aucune intention de faire une version Essential pour le Kona électrique, parce que, justement, en gros, leur justification, c'était, ouais, mais tu sais, s'il fallait qu'on enlève toutes les choses pour le rendre essential, personne n'achèterait. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, ça sonne un peu comme un écran de fumée, là, de nous dire ça, là. C'est un écran de fumée, pense-y. Hyundai, je pense que c'est 48 900 le prix de départ de la version quelque chose comme Preferred. ça, là, ouais. Mais là, au point de vente, ils se prennent 12 000 de rabais qui n'ont même pas besoin de s'occuper. Hey, ça va-tu bien? Mais aux États-Unis, ce véhicule-là, il vient de la Corée avec des composants faits en Corée. Donc, le véhicule n'est pas assujetti au crédit nord-américain, du gouvernement américain de 7 500 $. Fait que là, Hyundai, ils ont une version Essential à 34 900 quelque chose, qui a un peu moins d'autonomie. Puis c'est la même affaire que le Volvo X30 qui a été annoncé. Le 35 000 $ US au Canada, 57 000. Ben oui. Hey! Puis moi, tu sais, au Québec, ils vont se mettre 12 000 dans les poches, il n'y en a pas de problème. Ça, là, c'est terminé. On ne peut pas faire ça. Tu sais, je veux dire, ça cache de la valeur à quelque part. Tu vas dire ça aux partisans des voitures électriques, tu vas te faire assassiner. Mais je suis un partisan des voitures. On le dit, là, mais tu sais, mettons qu'avec le Kia V6 a été lancé, je regardais la location, puis clairement, le constructeur qui vendait un modèle de base à 45 000 $ que personne n'a acheté, le résiduel après 4 ans de location, c'était 15 000 $. Fait qu'essentiellement, il te mettait des mensualités de 600-700 $ par mois, qui est ce que les gens seraient prêts à payer pour un VUS compact. Mais il empochait la subvention, puis en créant un résiduel qui était artificiellement faux. Fait que c'est sûr qu'à quelque part, il y a eu un peu. C'est pas de la magouille, parce que c'est jouer dans les règles, mais c'est exploiter les règles, je pense, au désavantage des consommateurs dans certains cas. Puis aujourd'hui, les constructeurs en paient le prix avec des taux qui sont peu élevés, puis des prix qui sont trop élevés. Il y a beaucoup de véhicules qui se vendent pas en ce moment. Ah oui, c'est sûr. Puis tu sais, écoutez, le prix moyen des véhicules électriques au Canada actuellement, c'est 73 000 $. Ça, c'est le prix moyen actuel. Sauf que, en revanche, quand vous parliez de version luxueuse, mais c'est vrai aussi des moteurs thermiques. Ben oui. Je veux dire, il n'y a plus... Tu sais, des voitures en bas de 20 000, il en reste deux, là. La Mitsubishi Mirage puis la Nissan Versa. C'est tout. Il n'y en a pas d'autres. Quand tu parles aux manufacturiers, ils disent, ben oui, on en a des versions de base. C'est entre 6 et 8 % des ventes. Ils ne veulent pas la vendre. Puis, entre toi et moi,
mets-toi à la place du vendeur qui est assis dans une concession puis qui vend la voiture, puis qui dit, écoute, pour 3000 pièces de plus, tu as telle affaire de plus. Lui est payé à commission, là. Lui, il va essayer de te vendre le maximum. Fait il n'y a personne qui pousse sur les versions de base. Nulle part. C'est vrai dans l'électrique, c'est vrai dans le thermique. Il n'y a personne qui pousse là-dessus. Fait même nous, quand on essaie, puis vous savez, vous essayez des voitures de presse, William aussi, les modèles qu'on a, là, je conduis le QX60 d'Infiniti, moi, cette semaine. Ils m'ont pas donné l'entrée de gamme, là. Ils m'ont donné l'autographe à 75 000. Écoute, on va en parler la semaine prochaine, mais moi, j'ai quand même eu une Mazda qui avait pas de GPS dedans, là. Je dis ça comme ça, là. Elle était tellement de base qu'elle avait pas de GPS en 2024, mais bon. Le BZ4X LE traction, ça, c'est fascinant parce que c'est une version qui n'existe pas aux États-Unis. Hein? Non. Il y a le XLE, puis nous, on avait le LE et le L. Le L, probablement, n'a pas vraiment existé, il est plus disponible maintenant. Puis Alexandre puis moi, en tout cas, on se base sur une vidéo que j'ai vue il y a 10 ans, là, d'un gars qui essayait une vieille Golf CL, puis il l'appelait Canadian Loser parce qu'elle était juste disponible au Canada, puis c'est plus de base que le modèle de base. Là, ben, il manque de ça. Là. Avant, il y en avait plus, là, des versions Canadian Loser moins chères pour le Canada ou des versions très de base. Mais là, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup, mais on a eu l'opportunité d'essayer un BZ4X LE traction, puis on a trouvé des petits trucs un peu bizarres, là, de choses qui avaient été enlevées, puis que c'était pas super bien caché. Là. C'était un peu drôle. Ouais. Je pense que c'est un peu la justification du gars de Hyundai, là. C'est un petit peu ça qui nous dit, ben, on est forcé, je mets des gros guillemets autour, là, pour offrir quelque chose qui a une finition intéressante, on est un peu forcé de commencer ça à 50 000 parce que, ben, justement, avec le coût de la batterie et tout ça, un char qui serait à 30 000 normalement va augmenter simplement à cause de sa mécanique électrique, là. Donc, c'est un petit peu ça, sa justification, pour éviter d'avoir l'air fou, en gros. Mais moi, de mon côté, je me dis, les premiers qui vont sortir un char électrique au prix d'une Mitsubishi Mirage, là, je pense que ces gens-là, ils vont s'en mettre plein les poches. Ben, je vous dirais qu'on va voir ce que ça va donner avec la Fiat 500 électrique, qui arrive avec 300 quelques kilomètres d'autonomie. 240. 240, mais ouais, 240. C'est le WLTP, là, excusez. Ouais, c'est ça. 240 EPA. C'est ça. Qui est qui arrive le véhicule le moins cher. Et, si ça arrive un jour, le VinFast VF3. Oui, qui est l'espèce de bébé entre le Bronco et la Smart, là, mais version électrique. On verra, ce sont des petits véhicules urbains, des véhicules qui ne sont pas très équipés, qui arrivent à un prix raisonnable. J'ai hâte de voir si ça va avoir un certain succès ou pas. Là. Je dirais que moi, ce qui me fait peur comment je vais reformuler ça? Je suis très content que Stellantis amène la Ford 500e. Moi, j'ai toujours trouvé que des voitures de ville comme ça, comme la Mini SE, qu'elle s'appelle, la Mini électrique, c'est ça, la Mini SE, hein? Ça, c'est des voitures qui ont leur place dans le marché. Les gens me disent 240 km. Toutes les autos ont des cas d'utilisation. Une Mitsubishi Mirage, tu peux faire 1000 km dans une journée dedans. Est-ce que tu veux faire 1000 km dans une journée dedans? Non. Mais... Dans le même esprit, je suis pas en train de dire que c'est pour tout le monde. Des véhicules plus petits, même que pour moi, les véhicules les plus petits devraient être électriques, puisque en plus, c'est encore plus efficace. Tu sais, dans le fond, le bilan d'énergie total est tellement plus efficace quand c'est une petite voiture, parce que la batterie peut être très, très petite. Donc, moi, là, j'aimerais voir des véhicules citadins sous-compacts, une Kia EV1, qui est la Kia Rio en réalité avec une batterie, tu sais, ça serait tellement une bonne idée. 320 km d'autonomie, peut-être. Puis à la fin, si ton réseau de recharge rapide, puis on va peut-être embarquer là-dedans, est dense et fiable, un peu tu peux répliquer l'exercice de la Norvège, qui est le seul exemple qui existe vraiment, qui fonctionne, bien là, tu peux avoir des véhicules courte autonomie, puis pour le 3 fois dans l'année où tu vas aller à Québec avec ton auto, ça a juste pris 40 minutes de plus, c'est correct. Tu sais, c'est ça le nerf de la guerre. La densité du réseau de recharge, sa fiabilité. On est très choyé au Québec avec le circuit électrique qui fait du bon travail, malgré que c'est pas parfait. En Ontario, je vous le dis, c'est de la M avec 5X après. C'est de la M. C'est l'enfer. C'est une catastrophe. Puis même au Québec, ce qui est encore différent, c'est que le circuit électrique, ça va bien, mais aussitôt que tu tombes dans les circuits privés, les Petro-Canada de ce monde, les Electrify Canada, je me rappelle pas d'avoir attrapé une borne Petro-Canada qui marchait comme elle est supposée marcher. Nous non plus. En fait, on n'a jamais réussi. Alex, on a arrêté d'essayer. Là, dans notre série des 500 km, je vous dirais que je sais pas pourquoi, mais je connais 2 stations d'Electrify Canada sur la 401 qui marchent à toutes les fois parfaitement. Donc, mais ça, je vais le mettre dans le cas des exceptions. Je vous dirais que Couche-Tard, avec son réseau Circle K, ils sont au niveau de fiabilité de circuit électrique. Ouais, ils sont pas assez développés au Québec. Exactement.
Puis, mais là, si on va sur leur site, moi, je vais souvent regarder le développement. Là, il y a à peu près 25 stations en construction. Puis, il y en a à peu près 12 qui attendent d'être connectées au réseau par Hydro-Québec. Fait que là, je suis comme, OK, mais bon. Ils sont construites. À la Chine, il y en a une belle avec 4 bornes, 180 kW. Ils attendent Hydro-Québec parce que je connais les gens qui travaillent là. J'ai comme, OK. Mais ce que je veux dire, c'est que circuit électrique, 100%, couche-tard, si le déploiement accélère un peu comme circuit électrique a un déploiement très rapide de ces bornes plus rapides maintenant, ben ça va aider. Fait qu'on est choyé au Québec, mais une auto avec une courte autonomie est rendue. Comment je pourrais vous dire? Une auto avec une courte autonomie fonctionne si le réseau de rapide est fiable et dense. Ben oui. Puis là, c'est là que les autos longue autonomie, c'est là comme, ah, mais non, moi j'ai besoin de 800 km d'autonomie. Oui, mais. Je pense que pour le commun des mortels, ça va être limité. Ces voitures-là avec une plus petite autonomie vont être limitées à être une deuxième voiture. Ce qui est, à mon avis, Correct, très acceptable. Je veux dire, il n'y a pas de Dans la problème. mesure où ils sont abordables. Ben oui, Oui, ben oui. oui, effectivement, s'ils sont abordables. Mais tu sais, je suis allé en Europe, je suis allé en vacances en Europe l'année passée, puis je me suis amusé, j'étais en Italie, je me suis amusé à regarder les voitures. Tu as des tonnes de petites voitures, les Ligier, ces voitures-là qui sont des minuscules voitures citadines. Et il y en a une compagnie, le nom m'échappe, j'avais même fait une photo sur Facebook. C'est une voiture électrique, 175 km d'autonomie, mais elle a des batteries amovibles. Fait que c'est 2 petites batteries, tu arrêtes dans une station, puis c'est littéralement, là, c'est comme changer des batteries 2A, là. Tu ouvres le pare-choc arrière, tu sais sa batterie, tu en mets une nouvelle, ça prend 42 secondes, puis tu as un autre 175 km d'autonomie. Évidemment, c'est limité, ça permet pas, tu peux pas avoir des grosses batteries pour faire ça, puis il y a un paquet de facteurs qui sont contraignants, mais c'est le genre d'affaire qui, effectivement, moi, je regarde ma femme, je regarde William, qui est dans un milieu hyper urbanisé, qui, à part quand tu viens chez nous ou quand tu sortes un peu, pour le reste, c'est le genre de véhicule qui ferait tout à fait l'affaire pour leur usage quotidien, tu sais. Ça n'en prendrait des comme ça. Le problème, et là, on revient à la case départ, le problème, c'est que ces véhicules-là ne répondent pas aux normes sécuritaires de l'Amérique du Nord pour la plupart, et donc, on ne les verra jamais. Parlant de ça, messieurs, on pourrait discuter longuement de toute la philosophie J'ai quand même une dernière chose à ajouter. Je voulais juste dire que le mot-clé dans tout ce que tu as dit sur toi, Alexandre, là, c'est rapide, je pense. Parce que je sais pas vous autres, là, c'est comment chez vous, mais moi, dans mon coin, si tu veux avoir des bornes de niveau 2, il y en a à la pelletée. Et là, il y a une borne rapide et il faut se battre pour l'avoir dans le stationnement du Couche-Tard sur Côte-des-Neiges. Je peux vous en parler. Il faut faire des kilomètres à partir de chez moi pour aller à cette borne rapide là et aller faire mon épicerie ou quelque chose autour parce que sinon, j'y ai pas accès. Donc, je pense que vraiment, le circuit électrique, si j'ai un seul commentaire, du moins moi à Montréal de ce que j'ai vu, quand on a un véhicule électrique qu'on peut le laisser brancher pour la nuit, ben comme je le fais très souvent, il n'y a pas de problème, mais je me verrais mal avec le circuit que j'ai actuellement, faire une centaine de kilomètres, m'arrêter à la borne rapide du Couche-Tard où il y a déjà une file de 3 véhicules parce que c'est la seule à 2 km à la ronde. J'exagère. Je pense que sur l'île de Montréal, il y a réellement une lacune. Là. Puis je sais pas si c'est une question de coût des espaces ou d'espace plus limité, mais je pense que tu pointes un bon point, William. Là, il y a quelques années, on regardait ça, puis il n'y en avait même pas où il y en avait une borne rapide sur l'île au complet. Fait que, je ne sais pas pourquoi le réseau sur l'île a été moins développé, mais c'est clairement une lacune qui existe encore. Là, content de voir que je suis pas fou. Ben, tu sais, juste un exemple, Couche-Tard, son siège social est à Laval. La plus grosse concentration des bornes Couche-Tard que tu parles, qui sont très fiables et très performantes, il y en a genre 8 sites maintenant à Laval, même des sites pour remorques, tout ça. Je pense qu'à Laval, la collaboration entre l'entreprise et l'administration de la ville, qui est une ville qui n'a pas d'arrondissement, donc il y a un palier, ben là, c'est facile d'implémenter des choses comme ça. Montréal, plusieurs arrondissements. Mais tu sais, quand même, encore une fois, chapeau au réseau du circuit électrique qui est, selon moi, c'est le réseau le plus dense et le plus fiable en Amérique du Nord quand tu enlèves le réseau Tesla Supercharger, qui d'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, est maintenant ouvert aux véhicules Ford. Mois de mars, les autres viendront en vague, mais là, pour ceux qui ont des Ford Mach-E, ben en fait, ceux que leurs Ford Mach-E ne sont pas au garage, hein, c'est important de mentionner ça, pour ceux que leurs Ford Mach-E ne sont pas au garage, quand vous allez recevoir votre adaptateur gratuit, vous avez accès à tous les superchargeurs. Ouais. Faut que tu demandes ton adaptateur, tu vas sur le site, faut que tu le commandes effectivement. Mais il est gratuit au moins. Il est gratuit, mais c'est ça. Puis, mais là, le problème, ça va être comme des gens comme moi, ou comme vous autres probablement, qui avaient une borne niveau 2 à la maison. Là, il va falloir aller chercher un adapteur parce que évidemment, on va en avoir besoin. Parce que le véhicule a encore le port J1772. Lorsqu'on va passer au port J3400, en réalité, mettons, les Tesla sont tous livrés avec
l'inverse, là, Ouais. ça coûte 30$, puis sur Amazon, il y en a, tu sais, c'est une connexion physique, il n'y a pas d'ordinateur là-dedans, c'est juste Non, clic, c'est juste. à la fin, ça Non, je sais. Je vais juste une te dire affaire qu'il de va rien, ça. falloir le faire. Et le circuit électrique va devoir s'adapter en Ouais. conséquence Ben, aussi. c'est la mort de CHAdeMO, je vous l'annonce. Là. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont remplacer le câble CHAdeMO par le câble J3400 NOCS. Et de toute façon, est-ce que CHAdeMO est toujours vraiment vivant? Pas vraiment. Ceci étant dit, le temps passe et on veut parler des modèles parce que vous me disiez, Oui. tantôt, Gabriel disait, nous, on a des opinions assez fortes sur les modèles que l'on aime et que l'on aime moins de véhicules neufs et de véhicules usagés. Les gars, on a envie de vous écouter parce que nous aussi, on a quelques idées de ce côté-là. Comment on fait ça, Alex? On fait-tu un top 3 chaque de Gab, fais meilleur choix. Fais un top 2 neuf, un top 2 usagé, puis je vais faire la même chose. Excellent. Donc, moi, mon top 2, en fait, j'aurais 2 véhicules, je pense, dans mon top 2. Puis, il y en a, Alex, ça va être une surprise pour toi. Ah non. Le Tesla Model Y, parce que maintenant, il est admissible aux 2 subventions, y compris la version à grande autonomie. Fait que c'est comme. Je pense que c'est le véhicule que si les gens le choisissent, ils vont avoir le moins de différence avec un véhicule à essence parce que le réseau de recharge est fiable et facile à utiliser. Mais je ne suis pas tant un fan de Tesla parce que là, le Kia EV9 commence à entrer dans mon giron. Je trouve qu'avec un prix de base de 60 000 $, il est admissible aux 2 subventions. C'est beaucoup plus gros que la plupart des véhicules électriques qui sont admissibles aux 2 subventions qu'on a sur le marché. La recharge va être rapide. Ce qu'on commence à voir, on n'a pas eu l'opportunité de l'essayer. Ça semble être un très bon véhicule. Fait que ça, ce serait mon top 2 neuf. Puis dans l'usager, moi, je vais faire un top 1, en fait, c'est la Bolt. La Bolt, là, c'est une de mes voitures préférées au monde. J'en ai une pendant une semaine. C'est le fun à conduire. C'est comme une petite auto hatchback sport, parce que tu as vraiment beaucoup de couple, puis elle est beaucoup plus légère que la plupart des voitures électriques. Elle pèse 1600 kg, ce qui est quand même le même poids que mon RAV4, mais dans un package qui est beaucoup plus petit avec des petits trous de 16 pouces. C'est vraiment mon auto préférée dans l'électrique usagé. Puis c'est possible d'en avoir une maintenant avec une batterie remplacée pour 20 000 $ environ dans l'usager. Fait que c'est vraiment là, des excellents deals. Alex? Je vais y aller. Puis là, pour faire un bémol d'affaire à Gab, moi aussi, je m'en allais avec la Bolt dans l'usager. Là, mon problème, c'est que là, j'ai comme vu des articles sortir récemment, puis des gens m'envoyaient des courriels. Pourquoi tu parles pas là, que les Bolt, les batteries, suite au rappel, se font remplacer encore? J'ai pas assez d'informations là-dessus. Puis je trouve ça particulier parce que, en fait, ma famille a une Chevrolet Bolt de UV. Puis dans le fond, elle a peut-être juste 10 000 km. Fait qu'elle a pas encore assez d'usure, là. Mais j'ai pas vu ça passer. J'en ai pas entendu parler autre que dans un article de Journal de Montréal. Vous, avez-vous entendu parler de ça? Que là, c'est la débandade, toutes les batteries de Bolt se font remplacer comme ça. Toutes peut-être pas. Débandade, c'est peut-être un peu fort, mais effectivement, on estime actuellement que de 30 à 40% des batteries remplacées vont devoir être de nouveau remplacées. Intéressant. C'est fait particulier, que ça je trouve ça limite, bizarre. Pour moi, ça élimine complètement la Bolt dans le choix des véhicules usagés. C'était ça mon bémol, tu sais. C'est ça. Pour moi, tu sais, excuse, si je peux pas m'en servir, ça me donne rien, tu sais. Donc, ça va être à voir, mais je vais retourner à mon top 2. C'est sûr que moi, je suis un gars de Berlin. Fait que mon top 1, c'est dur, ça. Hey, là, le monde, ils vont nous lyncher dans les commentaires, mais top 1, là... Ils n'ont pas ton adresse. Non, ils n'ont pas mon adresse. C'est sûr que, moi, honnêtement, je trouve que le Kona EV, c'est un excellent, je vais dire le mot en anglais, package. Surtout qu'ils l'ont énormément amélioré pour 2024. L'intérieur, je le trouve super beau. Tu sais, Hyundai a compris, là, il prend le langage de design de leur véhicule plus cher, puis ils mettent ça dans le moins cher. Parce que même le Kona de base, la essence, il y a le bel intérieur, un peu comme le INX5, INX6. Puis je trouve que le Kona EV a toujours eu une excellente performance de véhicule électrique. T'sais, la recharge rapide n'était pas très rapide, mais elle fonctionnait toujours. C'est un véhicule qui était extrêmement efficace, même plus efficace que, comme dirait Antoine Joubert, les sacro-saints de Tesla. Là. En termes de kilowattheure par 100 km, Kona EV, là, tu y vas doucement, là, c'est le plus efficace. Tu peux faire plus de 400 km, même sur l'autoroute, autour de 105 km/h. Kona EV, là, c'est comme... Puis moi, mon problème avec Hyundai, c'est que des Kona EV, ils devraient en avoir à côté dans les cours avec des ballons. Bonjour, venez les chercher. Mais non, hein, c'est pas comme ça. C'est peut-être 6 mois d'attente, ça m'écoeure un peu, mais c'est ça. Mon deuxième, après l'avoir essayé, la nouvelle Tesla Model 3 restylée est beaucoup mieux assemblée qu'avant. Donc là, ça me réchauffe à l'idée que c'est bien. Puis vu qu'elle a une batterie LFP, qui a une durée de vie qui est quasiment infinie, peut-être 20-25 ans, ça, c'est le fun. Tu sais que ton auto, là, que tu fasses de la recharge rapide ou que tu n'en fasses pas, que tu la laisses à 100%, que tu la laisses vide, la batterie va durer 20 ans. Elle va dépasser la durée de vie du véhicule. Ça, c'est quelque chose que moi qui viens me chercher. Chapeau à GM d'avoir réalisé ça, puis que la prochaine Bolt va être comme ça. Batterie plus lourde, moins dense, mais sur la vie totale du véhicule, elle n'a jamais été remplacée. Donc ça, j'aime ça.
Mais dans l'usager, moi, je pense que j'irais avec le Kia Soul pour ceux qui sont encore en bon état. Ça a remplacé ma Bolt. OK. William, vas-tu oui. laisser aller? Je dirais que effectivement le bémol de la Bolt, c'est quand même un gros bémol qu'on peut pas ignorer du point de vue des usagers, mais ça reste quand même, selon moi, un des véhicules qu'on a eu qui est le plus proche de la mythique Mitsubishi Mirage électrique que je disais tantôt, là, qui n'existe pas encore. Je pense que c'est probablement le véhicule qu'on a qui est le plus proche de ça, là, dans le sens que moi, j'ai des amis qui ont mon âge ou qui se sont achetés ça début vingtaine, qui ont eu l'argent de se la payer, leur Bolt, là, avec une début de carrière, là, c'est peut-être pas un champ d'étudiant, mais c'est pas extrêmement cher, parce qu'eux, ils voulaient justement un véhicule électrique. Donc, pour moi, c'est difficile de complètement l'enlever de mon classement à cause des problèmes de batterie, parce que ça reste quand même un des véhicules, je dirais mon véhicule, je veux pas dire que c'est mon véhicule de rêve, mais c'est un véhicule que j'aimerais beaucoup qu'il soit sur le marché. Mais bon, le Kona, hein, et d'ailleurs, faudra aller écouter leur podcast pour qu'on en entende parler davantage, parce que c'est probablement de ce modèle-là que je vais parler dans votre podcast pour la suite de notre collaboration, mais ça reste un de mes préférés que j'ai essayé, exactement pour les raisons que tu viens de dire, parce que, bon, ok, c'est pas donné, là, c'est pas donné, mais l'intérieur et l'extérieur aussi, moi, je suis un grand fan des espèces de garnitures en pixels qui sont juste sur la version électrique, d'ailleurs, je fais juste trouver que c'est un beau modèle. Ah oui. J'aime l'Ioniq 5, j'aime l'Ioniq 6, j'aime ce que Hyundai fait en général, là, même du côté thermique, j'avoue. Mais le Kona, j'aime bien ça. Et finalement, mon troisième choix va peut-être être un peu controversé. Je sais pas si tu t'attends à ça, papa, mais c'est le Nissan Ariya. Mais Chantaria. Le Nissan Ariya, je l'ai pas essayé chez moi, Ah. mais je l'ai essayé au Test Fest, là, donc au Festival des essais de la JAC en octobre passé, puis ça va bien, ça va extrêmement bien. Bon, ça entre un peu dans cette catégorie de VUS un peu trop gros, hein, j'aimerais ça que y ait pas autant de véhicules dans cette catégorie-là, peut-être, mais pour ce que c'est, écoute, on parle quand même d'un véhicule là, qui part à 53 000, quelque chose comme ça, quasiment le même prix que le Kona là, quand on regarde objectivement, puis qui était le fun à conduire, puis qui était confortable, puis qui était pas non plus dans cette catégorie-là, EV9, là, justement, que j'ai essayé la même journée, qui était un peu trop gros, où je me posais la question comment je le parquerais pas trop loin de chez moi. Donc, c'est mon choix. Écoute, c'est pas en ordre, hein. Il y en a aucun là-dedans qui est dans l'ordre, parce que je pense que, comme on l'a dit plus tôt dans l'émission, ce sont les besoins qui sont le plus importants, peu importe véhicule thermique ou à essence, ou électrique d'ailleurs, à essence ou électrique, peu importe, je pense que c'est les besoins qui sont le plus importants. Mais je dirais que si vous avez vraiment besoin d'un VUS, j'ai aimé l'Ariya. Je l'ai eu pendant une semaine là, dernièrement, puis t'as raison, j'ai vraiment aimé la qualité de la construction, le confort, ça va bien, mais ça pèse 2500 kilos, puis c'est tellement gourmand l'hiver, là. Ouf, ouf, Ouais. ouf. Mais en fait, tu vois, moi, l'Ariya était dans mes préférés aussi au niveau des véhicules neufs. Pas nécessairement strictement pour ses performances électriques, mais parce que je trouve que c'est justement un beau package. C'est un bel ensemble. C'est un véhicule qui est bien pensé, l'intérieur est bien fait, la console centrale qui est mobile. Il y a un paquet de facteurs qui font que tant qu'à avoir un VUS un peu pratique, ben au moins on a cet aspect-là. Fait que l'Ariya, pour moi, faisait partie des meilleurs. L'autre que j'aime d'un amour profond, c'est le Ioniq 5. Que j'aime définitivement et qui est toujours très bon. Et au niveau des usagers, ben, je te rejoins, Alexandre, au niveau de Kia, avec la Soul et avec le Niro, même s'il n'est pas aussi efficace, encore une fois, petit côté très pratique, un véhicule qui est tout en douceur au niveau de la conduite, un véhicule qui a gardé sa valeur aussi. Donc, j'aimais beaucoup le Niro. J'aime le Niro en version hybride. Quand ils l'ont lancé, j'étais allé l'essayer et je suis sorti de là en me disant, mon Dieu, enfin un hybride qui a l'air de quelque chose au lieu d'une Prius qui a l'air d'une soucoupe volante. Et à l'époque, elle avait entre autres l'air d'une soucoupe volante. Mais vraiment, donc pour moi, ça, c'est les véhicules. Évidemment, on pourrait aller dans des véhicules complètement fous, là, des véhicules de haut niveau. Tu sais, on a essayé, je ne sais pas si vous avez essayé, mais tu sais, j'ai essayé la Audi e-tron GT RS. On a essayé une Taycan Turbo S, c'est quelque chose. Mais tu vois, moi, j'ai préféré la Audi à cause de l'aménagement intérieur, peut-être parce que ma silhouette fitait mieux dans le siège que dans celui d'une Porsche. Mais écoute, je tombe en amour avec ce véhicule-là jusqu'à temps que je vois l'étiquette de prix à 202 000. C'est drôle, mon amour est soudainement refroidi. Mais donc, évidemment, Alors, comme vous voyez, c'est des choix assez variés, messieurs. Je pense que
Mais il y a un bon choix quand même de véhicules électriques, surtout du côté de l'occasion. Ça vaut la peine de les magasiner aussi, je pense. Ce qu'on pense pas assez souvent, en fait. On a tendance à trop regarder les véhicules neufs, puis on touche pas beaucoup aux véhicules d'occasion. Je vais donner un petit truc aux gens. Là. Le Audi e-tron, le premier électrique Ouais. VUS, là, suspension à l'air, tout ça qui valait 120 000 Ouais. Là, sur AutoTrader Marketplace, Facebook, il commence à tourner autour de 45 000 Il y en a qui ont 76 000 km, ils sont en bon état. Ils sont pas là, ils sont dans des concessionnaires là, Audi. Là. 45 000 c'est une immense dépréciation. Puis là, c'est là que je m'en vais. Là. Mais ça, à 45 000 tu regardes, là, c'est un véhicule qui a une courbe de recharge extrêmement robuste. Là. C'est pas tu pars vite puis tu descends. Là. Ça charge là, pleine vitesse. Des fois, ça fait même surchauffer la borne sur laquelle elle est branchée parce que l'auto en veut tellement que la borne, peu importe. On a brisé une borne une fois avec le Audi e-tron. Puis, il y en a même, j'en ai vu un à 36 000 là, un peu plus de kilométrage. Mais effectivement, c'est un véhicule des 2019, fait que c'est quand même assez récent qu'on peut comparer à des véhicules neufs puis se dire qu'on en a peut-être plus pour notre argent. 2 fois ton argent. Beaucoup plus pour son argent que même des véhicules neufs beaucoup plus chers, en fait, qui sont disponibles. Effectivement. Ben écoutez, messieurs, je pense qu'en tout cas, c'est une première collaboration. Je ne vous dis pas qu'on ne recommencera pas l'expérience une autre fois. Ça fait déjà près d'une heure qu'on jase ensemble, comme ça. Alors, si vous permettez, on va comme mettre fin à cette discussion qui pourrait ne pas finir, parce qu'on s'entend pour dire que si on parle de voitures électriques, on pourrait jaser très, très longtemps. Alors, écoutez, on vous rappelle qu'on est avec les gars de Plus de Millage. Les gars, où on peut vous écouter avec votre podcast? Vous pouvez nous écouter sur YouTube. En fait, c'est assez simple. Vous tapez Plus de Millage sur YouTube, puis vous allez nous trouver assez rapidement. C'est le logo jaune avec écrit Plus de Millage. Voilà. Alors, écoutez, merci beaucoup, Gabriel. C'est une Gabriel. bonne façon de trouver votre podcast, ça. Plus de Millage. Alors, pour nous, évidemment, vous le savez, on est sur toutes les plateformes. Nous, on ne fait pas de vidéos vraiment sur YouTube. Donc, c'est strictement audio, mais c'est aussi disponible sur YouTube, ainsi que sur toutes les plateformes. Gotchard, bien sûr. On a nos pages Facebook aussi, Gotchard Podcast. Et on est ouvert, bien sûr, à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Alors, sur ça, messieurs, oui, William. Attends, il faut rajouter qu'on a aussi une nouvelle adresse courriel maintenant où on peut recevoir vos courriels. Vous pouvez envoyer un courriel à la place maintenant de gotchardpodcast@gmail. On a notre propre adresse courriel. On a info@gotchard, pas de S, hein, gotchard.com. Donc, vous pouvez envoyer ça, info@gotchard.com. C'est nouveau de cette semaine. C'est vrai, c'est d'ailleurs le William qui s'en est occupé parce que j'avais pas le temps. Puis parce que t'es pas bon en informatique, disons-le. Merci beaucoup d'avoir partagé vos opinions avec nous. Merci beaucoup d'avoir participé. Puis, il faut aussi spécifier que si vous allez écouter Plus de Millage, il devrait y avoir un épisode bientôt où vous allez entendre nos voix. Exactement. Alors, messieurs, là-dessus, je vous souhaite une bonne route, une bonne semaine. Puis, on aura sûrement l'occasion de se reparler bientôt. À la prochaine. Merci beaucoup. Gotchard est une production de l'agence MWA Bouchard, à l'animation Marc et William Bouchard, au montage sonore Audrey Denomé et pour la musique thème Kevin MacLeod.